voudrais commencer par une petite devinette. Savez-vous combien il y a d'œuvres de littérature coréenne traduites en français? Vous voyez un ordre de grandeur peut-être. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vais vous le dire, j'ai fait un petit pointage avant de venir. J'en suis arrivé à peu près à 300. 300 œuvres, en sachant que la toute première a été traduite en 1892. Je voudrais d'ores et déjà faire une petite digression sur ce titre de 1892, parce que je suis tombé il n'y a pas longtemps sur le catalogue de l'éditeur qui a publié le livre à l'époque. Donc le catalogue date de 1800, je l'ai dans les mains, 94. Donc je me suis dit, je vais leur lire ce petit passage. Alors c'est un catalogue qui comprend toutes les parutions de l'auteur, enfin de l'éditeur, des présentations biographiques, bibliographiques, des considérations sur la vie du livre en général, et entre autres une petite section qu'on pourrait appeler le courrier des lecteurs. Et donc je vous livre une petite réponse adressée par l'éditeur. Quelques lecteurs nous demandent des renseignements sur Printemps parfumé, le titre en question paru en 1892, le premier titre coréen. Pourquoi ces lecteurs ne lisent-ils pas les préfaces? Printemps parfumé, roman coréen, remonte à quelques centaines d'années. Les peuples d'Orient n'ont pas la précision de nos chronologies. A été traduit avec M. Hong Jong-ju, ou noble coréen, bien connu à Paris de ceux qui s'occupent de langues orientales et notamment employé au musée Guimet. Ce roman est le premier roman coréen traduit en français et même, croyons-nous, dans une langue d'Europe. C'est un intéressant témoignage de l'époque. Tout ça pour vous dire qu'en 1892, donc il n'y a pas si longtemps, la Corée était une terra incognita encore. Donc ça a été ce premier titre, et puis pendant tout le XXe siècle, il y a une période vraiment assez creuse, très peu de titres ont été publiés. Il faut véritablement attendre le début des années 90, sous l'impulsion de quelques éditeurs, notamment Actes Sud, qui a fait un vrai travail de défrichage des œuvres coréennes. Donc le début des années 90 marque vraiment une publication d'œuvres coréennes sur le sol français. Et ça s'est un peu intensifié à partir des années 2000, en sachant qu'actuellement, on se situe à une quarantaine de livres publiés par an, ce qui n'est pas non plus très considérable. Il faut savoir que, comme la langue coréenne est une langue dite rare, sa littérature est elle-même une littérature rare. Donc, pour ce petit exposé, je vais volontairement écarter les penseurs du passé, qui sont assez... déjà, il y en a très peu, la rareté des sources en français est vraiment importante, et puis aussi difficile d'accès. Je dois dire que moi-même, je ne suis pas spécialiste de cette période, donc je l'écarte. Et je voudrais plutôt vous parler de la période dite contemporaine, que je ferai démarrer à partir des années 60. Je reviendrai sur cette date des années 60, mais avant, un petit retour sur l'histoire de Corée. Alors, un XXe siècle terrible, puisqu'à partir de 1905 jusqu'en 1945, la Corée a été occupée par le Japon. Donc, on peut s'imaginer ce que représente une occupation de 40 années. C'est assez considérable. Au sortir de cette occupation, en 1950, il y a eu la fameuse guerre de Corée, qui a duré 3 ans. Autre tragédie. Et à la sortie de cette guerre, une période, on va dire, d'une bonne trentaine d'années de dictature, voilà, de régime autoritaire, pour le moins, c'est ce qu'on peut dire. Donc finalement, la littérature s'est imprégnée de tout ça. Il faudra voir à partir des années 90 véritablement, et l'élection démocratique du président en 91, pour que les choses se libèrent, la parole se libère, et qu'on ait une diversité de styles, de thématiques. Je vais y revenir en particulier. Alors, pour commencer, je vous ai parlé de la date de 1960. Cette date de 1960 correspond
à l'élection, en fait c'est en 1961, mais il est arrivé au pouvoir une année plus tôt, du général Park Chung-hee. Alors son nom ne vous dira peut-être pas quelque chose, mais vous devez connaître sa fille, Park Geun-hye, qui était présidente jusqu'il y a quelques mois, qui a été destituée. Donc voilà, il y a eu encore une filiation, on peut dire, à travers l'histoire. Donc ce personnage a été élu en 1960. Il est intervenu après 10 années, pendant les années 50, qui étaient véritablement terribles, puisque ce sont des années qui ont suivi la guerre de Corée, où le régime était déjà dictatorial et qui avait comme seul projet politique l'anticommunisme. Donc effectivement, c'était un peu léger pour donner des aspirations à la population. Ça a été une véritable période de chape de plomb, une période très ankylosante, on pourrait dire, qui a empêché la libération des énergies positives. D'ailleurs, à cette période-là, je crois savoir que des auteurs occidentaux comme Camus ou Kafka avaient gagné une certaine audience dans la péninsule. On peut comprendre pourquoi. Donc, du point de vue littéraire, c'était assez pauvre, hein, puisqu'avec la censure qui était terrible, ça n'a pas été la meilleure période de la littérature. Véritablement, à partir de 1960, s'est passé quelque chose d'intéressant avec un titre que je voudrais tout de suite introduire, parce que c'est un livre marqueur, un totem, qui s'appelle La Place, édité d'ailleurs chez Actes Sud, de Che In-eun. Pour les personnes que ça intéresse, je pourrais revenir en fin d'intervention, si vous voulez, sur les différents titres de livres, parce qu'avec les noms coréens, ce sera peut-être un peu dur pour vous de noter. Donc n'hésitez pas à me solliciter en fin d'intervention. Donc ce livre qui a été écrit en 1960 est souvent présenté comme le livre de la division. C'est vraiment un livre marqueur. L'histoire est très simple. Il faut savoir qu'en 1953, à la fin de la guerre de Corée, les prisonniers politiques étaient sommés de choisir leur camp. Donc, soit nord, soit sud. Mais parmi eux, certains n'ont pas voulu choisir. Ils étaient sur une sorte de ligne de fracture entre nord et sud. Et donc, ces personnes-là ont été tout simplement, comment pourrait-on dire, devenus apatrides en quelque sorte. Ils ont été amenés par bateau, notamment dans le livre présenté en Inde, je crois, mais je crois aussi que certains sont peut-être partis pour la Suisse ou d'autres pays en Occident. Et donc cette histoire-là, en 1960, est vraiment révélatrice de la situation de l'époque, et d'ailleurs est tout à fait intéressante. Actuellement, la question de la division ne se pose pas en ces termes. Il y a bien deux pays, Corée du Nord, Corée du Sud, mais c'est tout de même éclairant pour la situation d'aujourd'hui et pour ce qu'elle a pu être à l'époque pour les gens qui sortaient de cette période très difficile. Donc c'est un livre que je vous reconseille chaudement sur la division Nord-Sud. S'il y en a un à lire, je pense, c'est celui-ci. Donc après ce livre de 1960, je voudrais vous parler de plusieurs auteurs donc, qui ont écrit entre les années 60, 70, 80, sur plusieurs décennies, bien sûr, à chaque fois. Et ce sont des auteurs qui sont relativement bien présents déjà en France, et ils ont plusieurs traductions, donc ça ne sera pas difficile de vous procurer les livres. Et je voudrais revenir en particulier sur un auteur nommé Lee Chon-jun, avec son titre phare, en tout cas des titres qui nous sont parvenus, celui-ci est phare, « Ce paradis qui est le vôtre ». Alors ce n'est pas un roman très facile d'accès, c'est vrai, l'écriture est assez poétique. L'histoire, en deux mots, c'est un docteur qui s'occupe de lépreux, qui sont confinés dans une île, et ce bon docteur a un rêve, faire de cette île un paradis, en quelque sorte. Il veut améliorer
le quotidien de ces malades, qui ne le voient pas de cet œil, ils sont très sceptiques et ils refusent l'aide proposée par le docteur. L'interprétation qu'on peut en donner, c'est qu'ils ont certainement, c'est mon interprétation après, ils ont certainement refusé cette aide, car une aide qui proviendrait de l'extérieur du groupe, de leur groupe à eux, des lépreux, pourrait se transformer en tyrannie. C'est une hypothèse de lecture. Nous sommes, ne l'oublions pas, à ce moment-là, dans les années 70, avec ce fameux personnage dont je vous ai parlé justement, Pa Chung-hee. Donc ce sont encore des années de plomb. Hein. Donc la question de l'autorité est centrale. Donc ce livre en particulier, ce paradis qui est le vôtre, articule cette question de l'autorité, mais aussi, alors on le voit avec le titre, hein, ce paradis qui est le vôtre, par quelle médiation on pourrait arriver à un bonheur qui est le vôtre, c'est-à-dire celui des lépreux dans le bouquin, des malades, à un paradis qui est le nôtre avec le docteur, c'est-à-dire en fait un bonheur commun. C'est la question que pose ce livre en articulant la question de l'autorité et la question de la recherche d'un bonheur commun. Là encore, c'est un livre que je vous conseille. Il faut savoir que les années 70, je pense, ont été la décennie la plus... où l'on a compté le plus grand nombre de romans en Corée. En tout cas, il y a des œuvres très intéressantes pendant cette période-là. On s'éloignait un peu de la guerre déjà. Certes, c'était encore des années de plomb, mais c'était déjà plus que ça a pu être pendant les années 50. Donc, il y a toute une profusion de styles, de grands auteurs à cette époque-là. Je viens de vous citer Lee Chong-jun, mais on pourrait parler également de Won Sok-kyung. Alors peut-être vous le connaissez mieux. C'est sans doute un des auteurs les plus traduits en français. D'ailleurs, certains même de ces livres ont donné lieu à des films qui sont disponibles, je pense, en version française, notamment Le Vieux Jardin, adapté par Im Sang-soo. Je ne sais pas si pour les amateurs de cinéma. Et de cet auteur, je voudrais vous citer un petit recueil de nouvelles disponible chez Zulma, si je ne me trompe, qui s'intitule « La route de Sampo ». La nouvelle qui donne le titre au recueil, La route de Sampo, est une sorte de, je dirais volontiers, une petite fable. Ce sont des ouvriers journaliers qui quittent leur travail pour se réfugier sur l'île de l'un d'eux et qui, sur leur route, croisent une femme qui travaille dans une maison de passe, donc qui quitte son travail et qui les rejoint sur la route. Et il y a une petite dimension de, comment dirais-je, pas de rencontre fortuite comme ça qui se fait sur la route, un peu à la manière d'un road movie. Et on comprend bien dans le contexte de l'époque où ces personnes sont à la recherche tout de même d'un idéal, où la vie est très difficile. On voit bien tout ce que cela implique. Donc ça, c'est dans La route de Sampo. Il y a notamment une autre nouvelle qui est intéressante. Je ne vais pas y revenir en détail, mais c'est une thématique qui est assez peu développée. Alors j'ai perdu le titre exact, mais vous retrouverez dans ce recueil, si vous le feuilletez, une nouvelle traite en particulier de l'envoi de troupes sud-coréennes au Vietnam. Parce que vous savez qu'à cette époque, le président Park Chung-hee était l'allié des Américains, et des troupes sud-coréennes ont participé à la guerre au Vietnam. Je trouve que c'est assez peu traité, en tout cas en langue française, je ne vois pas beaucoup d'œuvres. Et ce recueil de nouvelles consacre donc un de ses récits à cette thématique. C'est aussi intéressant. Et puis, dans cette période-là, donc là, nous étions avec Won Sok-kyung sur la période des années 70-80, une littérature réaliste politique. Un autre auteur qui est aussi vraiment emblématique de cette période 70-80, c'est Lee Moon-yeol. Alors, il a écrit aussi beaucoup de livres qui sont traduits en français, à chaque fois d'ailleurs, la plupart du temps, publiés chez Actes Sud, pour ceux que ça intéresse.
je voudrais vous citer en particulier notre héros défiguré, une œuvre très intéressante que l'on pourrait résumer ainsi. Un jeune écolier fraîchement débarqué dans une nouvelle ville va à son premier jour d'école. Il se trouve que dans sa classe, celui qui fait la loi, c'est pas vraiment le professeur, c'est plutôt le caïd de l'école, le plus costaud, qui impose sa loi aux autres étudiants, aux autres élèves. Il se trouve que cet élève-là ne veut pas se plier. Il est le seul de la classe apparemment à ne pas se plier. Donc, ce qui, bien sûr, ça ne va pas faciliter son intégration au sein de sa nouvelle communauté. Donc, il résiste, et puis, un beau jour, il cède. Mais alors, il cède, mais en voyant tous les avantages qu'il pourrait tirer d'une position un petit peu de vassal, quelque part, et tous les avantages que pourrait lui attirer le pouvoir. Donc, il y a une sorte un petit peu de perversion. D'un coup, on voit ce personnage qui résiste à l'oppression et qui finalement décide de céder petit à petit en se disant que, bon, eh bien, déjà j'étais le seul à résister peut-être, et puis je peux tirer un certain avantage. Donc, là encore, c'est une œuvre qui est très intéressante sur la dialectique de l'ambiguïté. En plus, le personnage est un enfant, donc on voit ce petit, d'un coup, changer de bord. C'est aussi très interpellant. Donc là, pour les années 70-80, je répète, donc Lee Chung-jun, ce paradis qui est le vôtre, Hwang So-kyung, la route de Sampo, Lee Mun-yeol, notre héros défiguré. Alors, il y en a beaucoup d'autres, notamment pour Hwang So-kyung, j'aurais pu citer Le Vieux Jardin, voilà, adapté en film, qui est d'ailleurs, je vais y venir tout de suite, aussi très important parce que il y a eu cette prise de pouvoir du général Park Chung-hee au début des années 60, et puis au début des années 80, un événement dramatique qui est le soulèvement de Gwangju, qui est un massacre étudiant en fait, une manifestation qui a très mal tourné et qui a marqué la fin de la dictature militaire. Elle aura donc duré une vingtaine d'années, un peu plus. Et cet événement-là aura marqué sa fin et d'une certaine manière n'aura jamais été pardonné, je pense. Il faut savoir que c'était la première fois depuis la guerre de Corée que des Coréens faisaient feu sur d'autres Coréens. Donc là encore, cet événement-là, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a encore des œuvres qui abordent cette question, véritablement un événement traumatique. Et donc, si vous voulez vous informer sur ce passage très précis de l'histoire coréenne, Le Vieux Jardin d'Hwang So-kyung, et également un titre de Chae-yoon, Là-bas, sans bruit tombe un pétale, qui s'inspire de ce drame. Je crois que c'est une petite nouvelle parue chez Actes Sud également. Donc voilà, nous sommes dans cette période des années 80 qui va voir la Corée s'acheminer doucement mais sûrement vers un régime plus démocratique, qui aboutira notamment sur des élections en 91. Il faut savoir qu'à cette période-là, des années 80, la situation va véritablement commencer à se débloquer. N'oublions pas que la Corée du Sud a reçu les JO de Séoul en 1988, qu'en 89, nous avons assisté à la chute du mur de Berlin, suivi en 91 par l'effondrement total du bloc soviétique. Or, quand on sait que pendant longtemps,
le programme politique des différentes dictatures en Corée du Sud était basé uniquement sur l'anticommunisme, on s'imagine bien que d'un coup, la perte de cet ennemi va provoquer des transformations dans le champ littéraire. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on a assisté à une sorte de, comment dirais-je, de vide justement provoqué par cette perte de l'ennemi qui s'est traduit par une littérature assez intimiste. Je pense à des récits au début des années 90 d'une auteure qui s'appelle Eun Hee-hyung, qui a publié un très joli recueil de nouvelles qui reste à mon avis sa meilleure œuvre, qui s'intitule « Les boîtes de ma femme ». Je crois qu'il contient 5 nouvelles qui traitent des rapports notamment hommes-femmes, de la solitude, de la fausseté des relations qu'on peut avoir avec son mari. Et elle tient un journal qui s'étend donc sur tout le roman, enfin sur toutes les nouvelles, dans une écriture qui est assez, comment dire, assez minérale, comme s'il est assez froid, assez minéral, et que je vous invite aussi à découvrir, puisque dans ces périodes des années 90, cette œuvre-là a marqué et elle a inspiré beaucoup d'œuvres, notamment des années 2000, en particulier chez les jeunes auteurs, et notamment la littérature qu'on appelle féminine. Donc on s'achemine tout doucement pendant ces années 90 vers une reconfiguration du champ littéraire qui va se traduire par une diversité de thématiques, de styles, voilà, c'est très riche à partir des années 90, notamment, je dirais même plutôt au début des années 2000, sous l'impulsion de ce qu'on appelle toujours la jeune littérature, qui sont en fait des auteurs qui sont nés dans les années 70-80, pendant ce fameux épisode, cette fameuse période du massacre de Gwangju, qui vont notamment encore s'inspirer de ce thème. On pourrait citer Angan, publié chez Le Serpent à Plumes. Le titre de l'œuvre est Celui qui revient. C'est assez intéressant de noter, quand on s'interroge un petit peu où se trouve la littérature des années 2000, de s'interroger sur la transmission de la souffrance que les jeunes auteurs coréens n'ont pas nécessairement vécue, puisqu'à l'époque, ils soit n'étaient pas nés, soit venaient juste de naître. Et on trouve quand même en filigrane de beaucoup d'œuvres une sorte je ne vais pas dire une transmission génétique, mais quand même vraiment une filiation. Alors, est-ce que ce sont les souffrances des parents qui, de manière plus ou moins inconsciente, se retrouvent dans les œuvres des jeunes auteurs? Est-ce que ce sont finalement tout un tas de non-dits, de silences qui ont pesé leur enfance, des choses qui n'ont pas été reportées dans leur parcours familial peut-être, et qui se retrouvent chez beaucoup d'auteurs. Car, comme je l'ai précisé tout à l'heure, cette littérature coréenne a toujours eu finalement un ennemi une figure de l'ennemi pour se développer. Dans les années 50, le communisme, mais aussi la dictature militaire du régime sud-coréen, peut-être aussi une certaine, le désœuvrement, la pauvreté. Il y avait tout le temps un ennemi à combattre. Bien sûr, le plus important restait l'anticommunisme et la censure de l'époque. Mais quand on arrive aux années 2000, ces ennemis-là disparaissent finalement. Ils disparaissent. Donc, à quoi s'accrocher? Donc, il y a cette transmission de la souffrance qui certainement véhicule, continue à se faufiler un chemin dans la jeune littérature. Et aussi, peut-être, on voit se dessiner une littérature que
alors que certains spécialistes appellent la littérature du corps. Le corps est assez présent. Alors, on s'en rend un peu moins compte parce que ce sont des œuvres qui sont toutes récentes, qui sont peut-être pas encore tout à fait traduites en langue française, encore assez peu accessibles. Mais il y a une véritable mise en avant du corps. Il faut savoir notamment que la Corée du Sud est un pays très actif en ce qui concerne la chirurgie esthétique. C'est un premier... je crois que beaucoup d'habitants de cette partie de l'Asie se rendent en Corée du Sud pour subir des interventions. Donc il y a une vraie... le corps est mis en avant, c'est un aspect spectaculaire du corps. Alors beaucoup appellent ça justement la littérature du corps. J'appellerais peut-être ça la littérature de l'incarnation. On peut se demander si dans tous ces subterfuges, cette transformation du corps, cette chirurgie, il n'y a pas un moyen justement de pallier à l'absence de corps intrinsèque de l'ennemi. Il n'est plus là, il n'est plus physique. Et donc, est-ce que dans cette transformation du corps, il n'y a pas justement une volonté d'incarner peut-être ce que sont des démons intérieurs, de leur donner une vie? Ça, c'est une piste de réflexion. Alors, il y a notamment un bouquin que nous publions, nous, justement, qui traite très légèrement de ce qu'on pourrait appeler le transgenre, de manière encore assez matinée, assez discrète. Le titre s'appelle « Un balcon sur la Lune », édité donc chez De Crescenzo, éditeur. C'est un petit roman d'une centaine de pages, justement, dans lequel un des protagonistes se cherche et veut à tout prix économiser pour se faire opérer. Donc, si je me souviens bien, c'est un homme qui veut devenir femme. Et donc, c'est assez nouveau. C'était, en tout cas, la première fois que je lisais une œuvre qui abordait ce thème-là, encore de manière très timide, peut-être, mais d'après ce que j'ai pu voir en Corée, c'est quand même un axe qui se développe. Et il y a fort à parier qu'on verra arriver de nombreuses œuvres qui traitent de cette thématique. Donc là, ce sont deux thématiques que je viens de vous citer. Et il y en a d'autres, bien sûr. La solitude, on l'a vu avec Eunikion au début des années 90. Dans les années 2000, on va trouver des écrits de jeunes auteurs parfois sur le ton de l'ironie, de la dérision, qui ne vont plus avoir cette solitude aussi difficile. Ils vont trouver certains paradis artificiels, notamment. Donc ces paradis artificiels, ces obsessions, si vous voulez, personnelles, ce sont par exemple les nouvelles communications, les jeux vidéo, les nouvelles technologies, l'évolution dans un monde virtuel où finalement vous tournez un petit peu en rond, mais sans y être véritablement mal à l'aise. Il y a une nouvelle très intéressante que je vous conseille à ce sujet, qui s'intitule « Le guide des grottes de Séoul ». Bien entendu, il n'y a pas de grotte à Séoul, mais c'est une métaphore pour désigner un peu l'aspect labyrinthique de la ville et comment on peut s'y perdre. Cette nouvelle a été publiée dans un recueil que nous publions également, qui s'intitule Corée des villes, Corée des champs, si je ne me trompe pas. L'auteur s'appelle Kim Mi-wol. C'est une jeune auteure d'une trentaine d'années, voilà, qui traite de sa thématique de la virtualité du monde en quelque sorte, où finalement l'entrée dans le monde est identique à la sortie, puisqu'elle tourne en rond dans toutes les grottes de Séoul, et elle s'aperçoit que l'entrée et la sortie sont identiques. Donc il y a quelque chose d'assez
rébarbatif dans sa démarche. C'est assez intéressant à noter. Je voudrais aussi ajouter qu'au début des années 2000, ça avait commencé à la fin des années 90, mais ça a pris un peu plus d'ampleur au début des années 2000. Il s'est trouvé un phénomène, la vague Hallyu, qui est une vague culturelle, alors surtout portée sur ce qu'on appelle la K-pop, la musique coréenne, aussi le cinéma. Véritablement, le cinéma coréen perce bien en France, notamment les polars. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure du polar. Alors, cette Hallyu, cette vague coréenne, ne profite pas directement à la littérature, ça profite plutôt au spectacle, bien entendu. Néanmoins, pour les jeunes auteurs, il est toujours intéressant que les jeunes Français, notamment, ou les jeunes Européens, s'intéressent par l'intermédiaire de cette vague à divers aspects de la culture coréenne. Donc ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez la Hallyu, mais qui a envahi notamment peut-être plutôt le continent sud-est asiatique, la Chine aussi. En France, elle est un peu plus timide, et c'est surtout, je crois, les films qui sont mis en avant, notamment les thrillers. Il y a beaucoup de festivals, je crois récemment encore à Cannes, où des films coréens ont été présentés et qui, à chaque fois, font mouche. Les Coréens sont très bons dans ce domaine. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour faire ménager une porte d'entrée par le genre policier, puisqu'on parle de la littérature des années 2000 et 2010. Et les premiers polars coréens nous sont arrivés, polars littéraires, en littérature, nous sommes arrivés assez récemment. Donc, j'adore ce genre en particulier, le polar. Donc, je voulais en parler un peu. Je pense que vous aussi, en tant que lecteur, le polar, ça plaît toujours. Donc, et en particulier, vous parlez de titres qui ont été traduits assez récemment. Le premier étant Le Dernier Témoin, d'un auteur qui s'appelle Kim Song-jong, qui a été publié chez Actes Sud aussi, dans sa collection Actes Noirs. Et l'autre livre, il s'agit des Nuits de 7 ans, publié chez De Crescenzo, qui est là, et on se situe plus sur un thriller véritablement que sur un roman policier. Je vais d'abord revenir un petit peu sur ce dernier témoin qui est tout à fait intéressant. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur, un monsieur qui doit avoir entre 70 et 75 ans peut-être, qui habite dans le sud de la Corée du Sud, vraiment à la pointe, du côté de Busan, et qui est passionné de genre policier et qui a monté une bibliothèque entièrement consacrée au genre policier, qui s'appelle la bibliothèque des littératures policières. Je crois savoir que l'endroit est unique en Corée, et du reste en France, à part la Bilipo, qui est vraiment axée sur cette littérature, je ne vois pas d'autres bibliothèques, d'autant plus que lui, c'était une initiative privée. Donc il a monté sa bibliothèque, qui est très jolie, donc bien sûr des œuvres coréennes sont présentées, mais vous voyez aussi des posters, des affiches de films des vieux maigrets, vous savez, c'est un passionné de polar. Donc ce monsieur a écrit, il continue à écrire, mais des œuvres un peu plus légères maintenant, un peu plus distrayantes, des intrigues, voilà, pour se faire plaisir, on va dire. Dans les années 70, il a sorti un livre qui vient d'être publié, donc dans les années 2010 ici, donc 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, pardon, qui s'intitule Le Dernier Témoin. Alors, très intéressant livre pour encore revenir sur cette époque des années 70, puisque l'enquêteur, qui est vraiment la figure de l'enquêteur tel qu'on le voit dans la littérature, c'est-à-dire un personnage alcoolique,
désœuvré, puisque au moment où il mène son enquête, il a perdu sa femme peu de temps avant, qui passe pas mal de nuits dans des maisons de passe. Il n'a pas une vie exemplaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc cet enquêteur est chargé d'une mission qui va soulever beaucoup de... comment dire, de remuer un petit peu la vase et revenir sur des périodes sombres de l'histoire coréenne, l'histoire récente, hein, puisque son enquête donc commence aux années 70, il doit découvrir qui a commis un meurtre, et en enquêtant sur la figure de sa victime, il va tout simplement remonter le fil du temps 20 ans en arrière, hein, la guerre de Corée n'est pas loin, il va remonter jusqu'aux années 50, faire remonter tout un tas de vérités qui ne sont peut-être pas bons à entendre, qu'on ne veut plus entendre. Et donc ce roman-là, je ne dirais pas que c'est un roman historique, mais c'est très intéressant pour revenir par le biais du genre policier sur ce qu'est la situation aux années 70, puisque l'enquête se déroule aux années 70, donc dans une Corée donc sous la dictature de Park Chung-hee, qui a initié une industrialisation, une modernisation forcée. Donc quand même le pays à cette époque-là se développe beaucoup, hein, vraiment énormément. Il faut savoir qu'au sortir de la guerre de Corée, le pays avait un PIB qui devait se situer au niveau des pays d'Afrique les plus pauvres. Donc aujourd'hui, je crois que la Corée est au 13e rang mondial ou quelque chose comme ça, peut-être même mieux. Et ce mouvement de restauration du pays, de modernisation, a été initié à partir des années 60 et encore plus, je trouve, pendant les années 70, sous la houle du président Park Chung-hee. Et donc, dans ce roman-là, on voit encore, comment dire, dans les descriptions des paysages, ces transformations dans le décor, hein, véritablement. Donc, des friches industrielles, un paysage assez... j'en ai retenu une image assez grise du paysage, hein, un paysage où on construit, où on détruit éventuellement les vieilles ruelles, les vieilles échoppes qui sont un frein à la modernisation, qui encombrent un peu le plan d'urbanisation de la ville. Donc on détruit beaucoup de vieux magasins, de vieilles artères pour faire place à de nouveaux immeubles. Et en même temps, de l'autre côté, dans les campagnes, les choses évoluent un peu plus lentement. Et donc ce personnage qui évolue dans certaines provinces de Corée, aussi à la ville, au fil de ses pérégrinations, on voit bien le changement du pays, hein. L'ambiance est quand même assez noire, c'est un livre assez dur, mais tout à fait intéressant. Notamment, il y a une dimension assez initiatique. Il faut savoir que cet enquêteur marche beaucoup. Je pense qu'il doit faire toutes ses enquêtes à pied, puisqu'il sillonne la campagne, bon, qui à l'époque certainement n'était pas très bien desservie, mais il marche beaucoup. C'est assez intéressant, cette démarche presque initiatique. Il remonte le temps jusqu'aux années 50, et puis il remonte aussi le paysage, des paysages qui sont beaux, en même temps dévastés, parce qu'il faut savoir qu'il a pu traverser des zones de campagne notamment qui gardaient les stigmates de la guerre, hein, on n'est que 20 ans après, donc la reconstruction est loin d'être achevée. Donc il évolue un peu dans ce champ de ruines, et parfois il y a une image un petit peu poétique qui se dégage dans des brumes. C'est assez intéressant. Et donc je retiendrai pour ce livre 3 axes. C'est bien entendu l'archéologie du crime. Qui a commis le crime? Puisque tout part d'une enquête alors je ne sais plus exactement, je crois que c'est un marchand ou un tenant de boutique quelconque qui est assassiné. On ne se doute de rien au début, et tout part de là. Donc
bien sûr, la première mission du policier, c'est de trouver qui a commis le crime. Et donc, en voulant trouver qui a commis le crime, il doit faire l'archéologie du criminel. Donc là, c'est la deuxième phase du roman, en fouillant dans son passé, en s'apercevant que ce n'était pas une oie blanche, cette personne qui est morte, que des années auparavant, pendant la guerre, des choses pas très claires s'étaient déroulées. Et donc, en remontant cette archéologie du criminel, on en vient à l'archéologie de la Corée elle-même, donc dans cette période-là. Donc, ce sont trois axes de lecture qui permettent d'avoir un aperçu vraiment à travers le roman policier. C'est toujours intéressant à travers une enquête, et parfois plus agréable, même ludique, de remonter l'histoire. Et donc, c'est un livre que je vous recommande également. Il y a très peu de polars publiés en langue traduite du coréen en français. Et ce livre-là en particulier, qui est tout de même conséquent, il doit faire, je crois, près de 500 pages, 400-500 pages, dans un format qui est un format moyen. Donc, pour un polar, c'est pas mal. Je vous conseille de le découvrir. Et notamment pour ceux que ça intéresse, il faut savoir qu'il a été fait, je reviens encore là sur le cinéma, je pense qu'il y aurait beaucoup de liens à faire entre la littérature coréenne et son cinéma. Si vous m'aurez invité une prochaine fois, je voudrais bien. Je développerai cet axe-là. Mais pour revenir à ce livre, il a été adapté par 2 fois. La première version, alors je ne suis pas sûr que vous puissiez trouver le DVD en langue française, mais en l'import, donc en anglais, le titre anglais The Last Witness, qui est une adaptation vraiment fidèle, vraiment très très bien faite du livre. J'en avais parlé avec l'auteur quand je l'avais rencontré, et qui avait lui-même, je crois qu'il avait participé un peu au scénario, donc à la mise en place, à la réalisation, et qui appréciait beaucoup cette œuvre-là cinématographique. Alors j'ai perdu le nom du réalisateur, mais si vous cherchez sur Internet The Last Witness, vous allez trouver donc le livre, donc il sera disponible en coréen, probablement en coréen, et sous-titré en anglais. Il n'y a pas de sous-titre français par contre. Bon. Une autre adaptation a été faite très récemment, que là par contre vous allez pouvoir trouver en français. Elle est dans les années 2010, mais qui, alors je n'avais pas vu celle-là, mais qui apparemment écorche beaucoup l'œuvre originale. L'auteur ne l'a pas conseillé. On peut toujours après aller la voir, hein. Mais apparemment il y a eu des coupes. Il faut dire que l'histoire dans le roman n'est pas facile, elle est assez méandreuse, hein, et puis assez longue finalement. Donc peut-être le cinéaste a-t-il voulu rendre ça un peu plus dynamique. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez avoir accès à ces œuvres-là, aussi bien l'œuvre littéraire que son pendant cinématographique. Et puis, je voudrais vous parler des Nuits de 7 ans. Alors, là, on n'est plus dans le polar. On est dans le thriller. Donc là, ce sera plus de la, comment dirais-je, course-poursuite, dans un genre dans lequel les Coréens excellent beaucoup, hein, véritablement. Alors, en littérature, je pense que c'est à peu près le seul, pour l'instant, véritablement, de thriller qui a été traduit. Mais au cinéma, vous avez de quoi... nourrir votre curiosité pour ce style. Donc l'histoire est très simple. Un homme un peu bené, un peu simple, un peu très commun, qui renverse un soir une petite fille. Alors il avait bu, il renverse une petite fille. La petite fille ne meurt pas sur le coup. Il sort de son véhicule, elle est sur le bas-côté, et là, bon, il finit le travail. L'expression est un peu... Il l'achève. Il l'achève presque sans... Comment dirais-je, presque sans le vouloir. Une pulsion, en fait, qu'il a saisie à ce moment-là. Il n'a pas voulu cacher son crime, mais il y a une pulsion qu'il a saisie. C'est écrit comme ça, présenté comme ça, à ce moment-là du récit.
on nous décrit sa main qui se crispe sur le cou et il est absent pendant quelques minutes. Il tue la petite fille dans ce moment où il est totalement parti. Tout de suite après, quand il se rend compte de son geste, il est rongé par la curiosité. Donc malheureusement, il se débarrasse du corps. Donc l'action se déroule près du barrage d'un fleuve. Il balance le corps par-dessus, dans les eaux. Il tente de continuer sa vie comme ça, rongé par la culpabilité, dans sa vie qui n'est pas très drôle, puisque c'était un ancien joueur de baseball qui a dû interrompre sa carrière suite à une blessure. Donc ses espoirs de vie heureuse, d'une vie meilleure ont été brisés net. Il s'est jeté dans l'alcool, réfugié dans l'alcool. Sa femme le rabrouille, il est très mal en ménage. Bref, rien ne va pour lui. Donc ça ajoute un peu à l'aspect pathétique, caractère pathétique du personnage, qui bien sûr a commis une chose atroce et qui, tout au long de l'œuvre, néanmoins, va nous apparaître sous les traits de quelqu'un qui n'est pas si mauvais, qui est quand même un bon fond. Donc il y aura encore là une ambiguïté sur la question de savoir le bourreau, c'est-à-dire le tueur qui devient un peu la victime parce que beaucoup de problèmes dans la vie, parce que voilà. Mais ça, c'est la première partie de l'histoire. Vous avez le papa de cette fillette, elle était vraiment très jeune, qui est bouleversé par la perte de son enfant, mais d'une étrange manière. Cette personne-là est une personne cruelle, aimant manipuler, tirer tous les avantages possibles de quelque manière que ce soit. Il est décrit tout simplement comme un être odieux. Un être odieux. Cet être odieux perd sa petite fille. Il ne pleure pas. Il ne pleure pas. Par contre, il va chercher l'assassin. Il va chercher l'assassin et le chercher pour se venger, notamment sur le fils, sur son fils à lui, qui est un petit-fils âgé d'une dizaine d'années. C'est là que la course-poursuite va se jouer, en faisant parfois intervenir le hasard, parce que la première rencontre, ils se rencontrent plus ou moins, ils se croisent en voiture, le hasard intervient parfois, c'est bien utile, il intervient souvent dans les thrillers ou les polars, les rencontres fortuites qui débloquent les affaires. Et donc le roman va s'articuler autour de cette course-poursuite entre ces deux hommes qui finalement intervertissent un peu leur rôle. L'assassin initial qui va devenir un petit peu le gibier, la victime, et le père qui a perdu son enfant, qui devrait se morfondre, lui, va se transformer, il était probablement déjà avant, mais en un être cruel et, pour ainsi dire, je dirais presque assoiffé de sang. Enfin, en tout cas, il a le bras séculier, quoi. Il est très, très vengeur. Donc le roman s'articule ainsi sur, encore une fois, ce qui est assez étonnant, sur près de 4, même peut-être 500 pages, je crois, celui-ci. Et c'est tout à fait étonnant de voir avec quelle dextérité l'auteur arrive à ménager le suspense. Donc les ingrédients, on les connaît déjà un peu grâce au cinéma. Ce sont des phases de tension-relâche, c'est-à-dire des phases où vous allez avoir un calme relatif apparent, auquel vont se succéder tout d'un coup une tension qui va parfois s'élaborer justement dans les rencontres fortuites, les regards menaçants qui conduiront à la fin de l'œuvre au feu d'artifice, à la confrontation finale. Ça, je ne peux pas vous dire comment ça se termine, mais... Et là encore, voilà, avec une caractérisation des personnages très soignés. L'auteur a fait un travail assez remarquable sur la psychologie des personnages, ce qui, bien sûr, pour le thriller est quelque chose d'essentiel,
pour que ça ne se résume pas à une course-poursuite banale. Il faut donner du corps, du contenu, et ces personnes-là sont très riches en jouant sur l'ambiguïté des caractères. Bien sûr, il y a la figure des enfants qui joue aussi à émouvoir le lecteur déjà d'une part, et aussi à rajouter de l'intensité dramatique. Il faut savoir que concernant cette œuvre, un film est en cours aussi de tournage, que peut-être nous aurons la chance de voir l'année prochaine. Je crois que le fin de tournage est prévu pour 2018, je crois. Et donc, peut-être verrons-nous aussi cette œuvre adaptée au cinéma, qui est une œuvre, encore une fois, que je vous conseille, donc Les Nuits de 7 ans de l'auteur Jeong Yoo-jong. Voilà, j'ai oublié de citer son nom, Jeong Yoo-jong, édité chez De Crescenzo Éditeur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Est-ce que vous voulez peut-être qu'on passe aux questions sur un aspect particulier? Oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. À combien de romans coréens? Sur l'échelle de la France, on doit se situer à une quarantaine de titres, hein, pas plus, je pense. Oui, c'est assez mince. Oui, oui, tout à fait. Alors, les éditions ont été créées en 2012 ou 2013. Je parle sous le contrôle de l'éditeur qui est au premier rang, qui me surveille depuis tout à l'heure. Je crois 2012, c'est ça? Voilà, tout à fait, 2012. Souhaitez-vous que je revienne sur un point particulier? Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, j'ai peut-être... S'il y a un point sur lequel je serais passé trop vite, sur lequel vous voulez que je revienne en particulier. Oui. Alors ça, c'est la question qui me tarabuste, que je me pose. Où est la littérature coréenne aujourd'hui? Puisque pour revenir sur ce que nous disions tout à l'heure, depuis qu'il n'y a plus d'ennemis, alors sur quoi écrire et quoi écrire? Et alors certains auteurs coréens emploient une jolie expression, une jolie formule. Ils parlent de la littérature en apesanteur. Jolie formule. Pour un peu décrire justement cet éclatement de style, de thématique. C'est une littérature qui, on l'a vu notamment avec le polar, qui commence à faire son entrée, donc qui s'ouvre peut-être à une diversité de contenus, de formes, de genres. Et c'est vrai que dans ce contexte de la littérature mondiale, on peut se poser la question de la spécificité de la littérature coréenne dans ce contexte de littérature mondiale. Alors ça, c'est une question qui est assez vaste. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a quelques axes particuliers à la littérature coréenne qui sont dus à son histoire, qui sont justement la transmission de la souffrance. Savoir si ces événements terribles qui se sont produits trouvent une répercussion dans la littérature des années 2000-2010, et si elle la trouve, comment elle s'exprime. Ça, c'est une question
que je me pose actuellement, sur lesquels je n'ai pas du tout d'avis arrêté. Mais c'est un premier pan de recherche, la transmission presque générationnelle entre les générations. D'ailleurs, on pourrait très bien rapporter ce propos sur la littérature de l'Holocauste, de la Deuxième Guerre mondiale. On voit encore beaucoup de livres qui sortent, y compris dans le domaine de la fiction, d'auteurs qui n'ont pas vécu l'événement. Donc on peut s'interroger sur la transmission de cette souffrance-là à travers les années et véritablement se poser la question, mais pourquoi et comment un événement que l'on n'a pas vécu vous investit? Donc ça, c'est une vraie question. Si vous avez une réponse, hein. Une question très intéressante. Et puis peut-être un autre pan aussi, c'est cette fameuse littérature du corps, cette littérature de l'incarnation. Là encore, on pourrait se demander pourquoi en Corée, c'est en Corée qu'on trouve le plus de praticiens. Peut-être pas le plus, il faudrait voir au Brésil aussi, mais en tout cas, dans cette partie de l'Asie, le plus de praticiens de chirurgie esthétique. Et d'ailleurs, si vous vous promenez dans le métro à Séoul, il n'est pas rare de voir des jeunes filles, ça m'avait beaucoup surpris la première fois, dans le métro, donc, qui devaient sortir de leur opération, donc avec plein de bandages, vous savez, sur le visage, sur les yeux. Là. Bon, et c'est assez étonnant, c'est apparemment quelque chose de très commun, hein, puisqu'on voit même beaucoup de publicités, de panneaux d'affichage sur les murs des cliniques. Il y a beaucoup de petites cliniques comme ça qui font de la chirurgie esthétique, chose que bien sûr en France on ne voit pas. Donc on pourrait encore s'interroger sur cette question du corps, cette question du transgenre, et puis je dirais même plus cette question peut-être qui va commencer à poindre dans les prochaines années, cette question du corps transformé, enfin augmenté exactement, du corps augmenté. Vous savez qu'on en parle beaucoup, y compris ici, hein, de tout ce qui est intelligence artificielle et de complémentarité qu'on pourrait apporter au corps. Et dans le contexte coréen, qui est en plus un pays où la technologie est quand même largement présente, peut-être plus qu'ici, cette expansion, cette augmentation du corps pourra amener va peut-être s'élaborer dans le champ littéraire dans les prochaines années. Il y a peut-être aussi, je voudrais dire un mot sur un événement qui s'est... Un autre événement traumatique, je vous ai parlé du massacre de Gwangju tout à l'heure. Il y a un autre événement dont il faudra surveiller les répercussions dans les prochaines années. Ça s'est passé, je ne veux pas dire de bêtises, 4 ou 5 ans. Vous me corrigerez parce que je pense que vous savez de quoi je parle. Il s'agit du Séoul, ce ferry qui s'est échoué au large des côtes coréennes, avec à peu près, je crois, 400 ou 500 adolescents à l'intérieur, qui sont morts, hein, pour la plupart, la grande majorité est morte. Cette catastrophe, qui n'est sans doute pas tout à fait étrangère à la destitution de la présidente, elle a probablement joué un rôle dans sa destitution. Bon, la présidente avait visiblement une histoire personnelle assez lourde, hein. Il y a des histoires de malversation assez obscures, mais toujours est-il que l'épisode du Séoul a été quelque chose et reste quelque chose de véritablement traumatique, qui pour l'instant, je pense, n'a pas trouvé de répercussions dans la littérature. C'est trop tôt, il faut le temps de digérer l'événement. Je me souviens qu'à cette époque-là, ou peu de temps après, je m'étais rendu à Séoul et on voyait encore des manifestations absolument conséquentes avec la population qui affichait des petites paperoles, des petits papiers, des mots de soutien aux familles et en hommage aux disparus, et qui, je crois, continue encore. Il y a beaucoup de veillées, de manifestations qui se font autour de cet événement, qui va certainement, et pour la littérature, et on en rediscutera peut-être au cinéma, retrouvera une traduction. D'ailleurs, ce qui est étonnant de noter à ce sujet, sur le Séoul, c'est que par contre, vous allez trouver des œuvres, je sors un peu du cadre, des œuvres de littérature française écrites par des auteurs français qui traitent du Séoul.
Alors, j'en ai trouvé une il n'y a pas longtemps, si ça peut vous intéresser. Alors, on n'est plus dans la littérature coréenne, mais on va dire qu'on navigue autour. Alors, le livre s'intitule Cloaque. Cloaque. C'est édité chez une maison d'édition récemment créée, les éditions de l'Hippocampe, il me semble. Je ne sais pas si vous avez des titres ici de cet éditeur. Ils ont, je crois, 4 ou 5 titres au catalogue. C'est assez récent. L'auteur Bruno Carbonnet, qui s'est rendu plusieurs fois en Corée, qui est, je crois, plasticien, photographe de formation et qui s'est lancé dans la littérature. Et il a fait une œuvre tout à fait intéressante où justement on voit un peu le mot cloaque, hein, retranscrit bien l'œuvre pour le coup, ce mélange de... Comment dire, il y mêle le désarroi des familles, également des retranscriptions des étudiants qui se trouvaient à bord de la carcasse, qui se sont retrouvés à bord pendant des heures de la carcasse, prisonniers pendant qu'elle coulait. Vous savez qu'on a eu des enregistrements téléphoniques, que les étudiants ont appelé leur famille pendant qu'ils mouraient. Donc il a fait un travail à la fois littéraire et je dirais fictionnel et documentaire. Très intéressant. C'est un petit livre qui doit faire une petite centaine de pages, édité voilà, chez les éditions de l'Hippocampe. Et très intéressant. Sinon, je pourrais éventuellement, j'en ai pas parlé, mais intervenir sur deux, trois autres petits axes qui sont déjà plus développés, moins novateurs peut-être, mais qui peuvent être tout à fait intéressants, notamment sur la question un petit peu de la, j'aime bien cette expression, la ville tentaculaire. La ville tentaculaire, avec son énormité, l'anomisation des personnes, ses dangers aussi. Un auteur en particulier, Pion-et-Yon, alors un peu dur à écrire, je crois qu'il se trouve des livres de cet auteur dans la médiathèque. Je pourrais vous conseiller dans l'antre d'Aoi Garden, édité chez De Crescenzo, qui traite en particulier, enfin qui se base en particulier sur l'épidémie de SRAS qui avait eu lieu au début des années 2000, je crois 2003. Et donc, l'auteur brode à partir de cet événement 5 nouvelles, il me semble, dans un style, je préfère vous le dire, qui convient aux amateurs de mauvais genre. Hein. C'est-à-dire, c'est une littérature extrêmement visuelle, avec oui, des descriptions très détaillées des compositions de corps ou d'autres, ce genre de choses. Hein. C'est très imagé, c'est assez macabre en fait, pour tout dire. Mais c'est une vision tout à fait cauchemardesque, on pourrait dire, de la ville, et notamment de ce qui a pu être la peur engendrée par les épidémies. En fait, c'est une littérature qui pourrait se ranger dans la littérature de la catastrophe, en fait. Hein. Voilà. Vous avez aussi peut-être, si vous voulez analyser les liens familiaux. Les liens familiaux qui, en Corée comme ailleurs, s'étiolent, hein, malgré le confucianisme qui agissait un petit peu comme un liant dans la population pendant de très nombreuses années, de très nombreux siècles, et qui, bien entendu, à partir du moment où la Corée s'est ouverte, on va dire, à l'économie mondiale, à partir du moment où le pays est devenu pleinement une démocratie au début des années 90, et s'est très ouvert largement au commerce extérieur, il y a aussi eu une déstructuration du lien familial. Alors, je pourrais vous citer un auteur qui est en général très apprécié. Là encore, ce sont des petits récits, des petits recueils de nouvelles de l'auteur Kim Hee-ran, peut-être vous connaissez déjà, qui traite en particulier donc de la destruction de ce lien familial. Et ce qui est intéressant, c'est que son narrateur, enfin, la plupart de ces narrateurs sont notamment des jeunes enfants, en particulier des petites filles. Et dans le cas présent,
dans un recueil qui s'intitule « Cours, papa, cours », une petite fille donc qui en veut à son papa qui n'est pas là et qui se met à créer toute une fable finalement autour de son absence, à recomposer tout un univers et elle recompose, excusez-moi, à sa manière une grammaire familiale à travers son regard d'enfant. Et c'est tout à fait intéressant, je dirais même un petit peu touchant, et quelque chose d'assez qui tient de la fable véritablement, de la fable d'un jeune enfant. Donc ça, voilà, ce sont deux axes aussi qui peuvent être analysés. N'hésitez pas si vous voulez vraiment revenir sur un point particulier. Peut-être des titres, vous voulez que peut-être que je vous redonne certains titres que j'aurais énumérés ou d'autres, ou que j'approfondisse peut-être un axe en particulier. N'hésitez pas, hein, moi je dors sur Montpellier ce soir, donc nous avons notre... Oui. Oui, alors oui, bien sûr, d'abord, oui, je vous remercie, vous avez fait un très joli travail. Oui, il y a certains titres, pas tous, mais certains, parce que j'ai cité notamment d'autres éditeurs. Je ne sais pas, peut-être les avez-vous déjà à Actes Sud, je crois savoir que votre catalogue est assez fourni, donc vous devez les... Bien sûr. Toujours est-il que si des personnes... Je sais que c'est pas évident de s'y retrouver dans les noms coréens, c'est pour ça que j'ai pas trop non plus donné de titre, parce que si j'en donne trop, ça devient assez inaudible. Et d'autant plus que c'est assez riche au niveau... La Corée a tellement traversé d'époques de drames pendant sa période contemporaine, hein, à partir du sortir de la Seconde Guerre, de sa guerre de Corée, puis la dictature, que c'est... J'en suis resté à une analyse assez englobante, on va dire. Mais si des personnes souhaitent aller plus profondément et que je leur écrive ou leur fasse transmettre par email des titres sur des thématiques bien précises, notamment les titres que j'ai énumérés. Bon, peut-être que j'imagine les bibliothécaires de la médiathèque vous fourniront tout ce qu'il faut, il n'y a aucun souci. Mais si toutefois vous souhaitez me solliciter pour ce travail-là, me demander des renseignements, surtout n'hésitez pas. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Oh. Merci à vous.